Et salut Didier, dis-moi, on n'a pas arrêté de parler d'IA générative depuis 2 ans, mais qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Quel sujet il va falloir surveiller en 2025 pour l'IA? Salut Mick, alors oui, c'est l'IA agentique. Tu peux me donner un exemple concret de ce que fera un agent en IA? Imagine que tu es une IA qui soit capable de prédire tes ventes et de gérer tes stocks. Eh bien, l'IA va avoir un agent spécialisé dans le fait de passer des commandes pour renouveler tes stocks et éviter les ruptures de stock. Bien sûr, il faudra quand même que l'humain valide à la fin, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais ça va faire gagner énormément de temps. Mais avec ça, l'IA va finalement se tourner de la génération à l'action. Je sens que bientôt, je vais avoir une IA qui va résoudre mon problème numéro 1 de ma vie, la gestion de mon agenda, avec la prise des rendez-vous, avec le fait de pouvoir commander automatiquement un billet de train, d'envoyer les bonnes invitations à tout le monde. Bon, on n'en dit pas plus. Et salut Julien, c'est quoi ton sujet chaud en IA toi pour 2025? C'est l'IA générative multimodale. C'est quoi le multimodal? C'est tout simple. Plutôt que de parler uniquement avec des textes, genre des prompts avec un chatbot ou un assistant intelligent, on va utiliser la voix, les sons, comme si c'était à quelqu'un, au naturel, pour prendre en compte tout l'environnement de l'utilisateur. Ah ouais, donc je vais pouvoir parler avec une IA comme quand j'appelle ma mère sur WhatsApp le week-end pour lui montrer les enfants, quoi, c'est ça? Presque. C'est surtout que ça va apporter beaucoup plus de choses pour les utilisateurs, beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus d'expériences, plus humaines, plus naturelles, plus émotionnelles. Alors attends, je pense que dans quelques années, on va pouvoir jeter nos claviers et nos souris, ça va être génial. Et salut Aurélie, dis, il y a toutes les entreprises qui sont en train de déployer de l'IA de manière hyper rapide, mais est-ce que ça peut pas poser des petits problèmes quant à l'empreinte environnementale? Si, il y a une grosse problématique, notamment pour les engagements qui ont été pris à être zéro net carbone en 2030 ou en 2040. Et ça, c'est lié à la CSRD. C'est si important que ça, l'empreinte environnementale de l'IA? Oui, on prévoit de doubler le nombre de data centers dans les 4 prochaines années dans le monde. Et il va aussi avoir un impact sur l'eau, et ça pourrait être aussi multiplié par 2. Bon, mais alors qu'est-ce que peuvent faire les entreprises? On va très vite être tiraillé entre le besoin d'utiliser l'IA pour gagner en compétitivité parce que c'est en train de s'imposer comme un standard, et puis de l'autre côté, nécessité impérieuse de maîtriser son empreinte environnementale. Comment on fait? On monitore les IA, on crée des IA frugales. Il y a plein d'autres petits tips qu'on va pouvoir vous donner justement pour pouvoir maîtriser cette empreinte environnementale des IA. Ok, bon, je sens que c'est tout un programme. On tient un super sujet. Salut Karine, dis-moi si tu avais un sujet sur lequel les entreprises devront se pencher en IA pour 2025, c'est lequel? Salut Mick, ah bah oui, il y en a un, et c'est notamment l'IA Act. Mais pourquoi il faut s'en soucier dès 2025 finalement? Dès 2025, on commence avec l'interdiction de certaines IA qui avaient déjà été notifiées, notées par la Commission européenne, et c'est tout ce qui va être discriminant. Ensuite va venir le sujet que tu connais bien, c'est l'encadrement de tout ce qui est autour de l'IA générative. Donc aussi bien pour les fournisseurs que pour les utilisateurs. Il va y avoir du boulot du coup pour toutes les entreprises. Ça rappelle un peu les grandes périodes fastes de la mise en conformité autour du RGPD. Exactement. Alors l'IA Act en fait s'assure que les droits fondamentaux sont respectés. Et juste la petite anecdote, la Corée du Sud vient de sortir son IA Act. Donc l'Europe était les premiers. On n'est pas isolé et on est quand même suivi de près. Donc, c'est quand même sympa, non? Bon, c'est un sujet effectivement incontournable. Salut Kevin, ça serait quoi, toi, ton sujet chaud? Salut Mick, écoute, tu fais bien de m'appeler. Moi, j'ai un gros sujet en ce moment qui me tient à cœur. C'est ce qu'on appelle la Shadow AI. Est-ce que ça te parle? Vas-y, c'est quoi? La Shadow AI, c'est l'adoption non contrôlée par les employés de modèles d'IA ou d'IA générative en entreprise. Et ça va poser des problèmes du coup? Ça va poser des gros problèmes parce que ce sont des employés qui vont contourner les politiques de sécurité de leur organisation parce qu'ils pensent que les IA qu'ils ont à la maison sont plus efficaces. Imagine les risques. Ah oui, j'imagine. Les risques de sécurité, des risques de conformité, tous les problèmes avec les mauvais résultats qui pourraient être mal exploités. Par contre, c'est vraiment un sujet d'ampleur ou ça reste un peu circonscrit à quelques entreprises? Non, c'est un vrai sujet. Globalement, Forrester estimait qu'à peu près 60% des employés utiliseront leur propre IA dans le cadre de leur travail quotidien. Bon, ok, tu m'as convaincu, tu tiens un super sujet. Hey, salut Marine! Salut! Il y a un sujet qui me semble incontournable, c'est l'IA de confiance, mais je le trouve tellement tarte à la crème. Comment on peut donner du concret à ce sujet-là? Alors, on peut le voir au niveau de l'infrastructure, on peut le voir au niveau du choix des LLM, on peut le voir au niveau de la manière dont on doit se structurer pour faire ça dans un cadre de confiance. Donc, il y a plein de sujets et on pourrait en parler en fait pendant des heures. Si on prend le sujet de l'infra,
Ça va être quoi l'enjeu dans les choix de l'infrastructure sur lesquels on va faire reposer nos initiatives d'IA pour avoir une IA de confiance? En fait, l'infra, c'est quand même un peu le point de départ de toute cette histoire d'IA de confiance. C'est un peu la première question que vont se poser les organisations. C'est où sont mes données? Comment elles sont opérées? Par qui? Et est-ce que je suis compliant à tout l'écosystème réglementaire qui s'est mis en place, et notamment, évidemment, au Cloud Act? Ok, tu m'as convaincu, on a un gros sujet. Hey, salut Paul. Salut. Dis-moi, je te prends juste quelques secondes parce que je rencontre de plus en plus d'entreprises qui veulent pas se lancer dans des cas d'usage spécifiques en IA parce qu'elles ont l'impression que ça va leur coûter très cher. Y a pas moyen de réduire un peu la facture? Par exemple, qu'à utiliser des SLM. Et quoi? C'est quoi un SLM? Small Language Models, des petits modèles de langage que tu peux adapter pour les cas spécifiques de ton entreprise et qui consomment beaucoup moins d'énergie. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire plutôt que de prendre à chaque fois la grosse Bertha des grands modèles de langage qu'on utilise tous, qui sont les ChatGPT, les Gemini, etc., qui font des milliers de milliards de paramètres. Toi, tu dis, pour un cas d'usage spécifique, on prend un plus petit modèle puis on l'adapte à ce qu'on veut en faire, quoi. C'est ça? Il faut voir que l'augmentation du nombre de paramètres, ça ne veut pas dire que les modèles seront plus performants, et voire même qu'ils vont faire des choses qui sont complètement à côté de la plaque, qu'il y a plus de risques d'hallucination. Mais ça va permettre de répondre quand même à toutes les contraintes de l'entreprise, parce que si j'ai un grand modèle, il va savoir faire beaucoup plus de choses. Il va pouvoir faire beaucoup plus de choses, mais pas forcément mieux. Et on peut aussi se poser la question de si ton IA comptable a besoin de connaître la recette du clafoutis. Ah ouais, de même qu'elle n'a pas besoin de parler le malgache, le finlandais, le suédois, et une quarantaine d'autres langues. Exactement. Bon écoute, ça me semble être un super sujet.